Voilà, retour dans ce studio de Cameroun Voice en ce dimanche 4 octobre. Alors, émission consacrée aux élections fédérales canadiennes, série numéro 2, j'ai envie de dire, avec dans ce studio, M. Dimi You, candidat du Parti conservateur, qui n'est pas d'ailleurs à sa première élection fédérale. Il commence à connaître comment ça se passe, une campagne, des coups de téléphone par-ci, à gauche, à droite, on court partout. D'ailleurs, il arrivait lui-même d'une autre activité partisane, comme c'est le cas pendant les élections. Alors, M. You, on va, avec Christian Moussampa, embrayer sur un autre sujet qui a été très évoqué, très important au courant de cette campagne, hein, l'immigration. Avec, peut-être, Christian, si tu me permets, je vais commencer avec la crise des migrants. Actuellement, on en parle tous les jours à la télé, les immigrants, comme nous, manifestement, qui cherchent un avenir meilleur. Et le Canada a toujours été présenté comme un pays d'accueil, une terre d'accueil pour les immigrants. Et là, on a l'impression, en tout cas, quand on voit la position du Parti conservateur, beaucoup de spécialistes pensent qu'on devrait accueillir plus. Mais le Parti conservateur, lui, il est catégorique. Il dit, nous, c'est 10 000, et ça va être 10 000, pas plus, pas moins. Est-ce que vous trouvez que cette position-là est défendable pour vous-même, qui est un fils d'immigrés? Je pense qu'il faut changer un peu la question. S'il n'y a pas eu... Présentement, il n'y a jamais eu de crise d'immigration. Je dirais qu'il y a eu une crise de réfugiés. La réfugié est juste une sorte d'immigration. Donc, il ne faut pas le globaliser comme tous les partis qui font. Présentement, c'est juste le 10 000, c'est vraiment seulement réfugiés. Oui, mais sauf que l'immigration, je réfléchis. Allez-y, allez-y. Oui, parce que l'immigration, je pense que depuis le Parti conservateur il est au pouvoir, il y a 20% de plus d'immigrants depuis le Parti conservateur qui est au pouvoir. On comparait l'ancien gouvernement. Et je pense que c'est important d'avoir des réfugiés parce que nous autres, on est une terre d'accueil. Mais de là, d'ouvrir les portes comme les autres partis, ils pensent, et c'est pas prudent. Tu sais, comme nous autres, on est des bons parents, nous disons aux enfants, de ne pas ouvrir les portes aux étrangers. Et je pense que c'est la même chose pour un pays. Il faut de bien connaître la nature de ces personnes avant de le faire entrer. Mais il faut pas oublier que ces gens sont dans des camps, plusieurs camps qui sont déjà contrôlés ou gérés par les Nations Unies, à qui on a donné le statut de réfugié international. Le Canada, donc les Nations Unies ont déjà fait quand même un travail important. Le Canada pourrait donc se baser sur le travail fait par les Nations Unies et pour en prendre plus. Parce que, en fin de compte, on est une terre d'accueil, mais les statistiques montrent qu'on peut aller jusqu'à même 50 000, même si on en prenait 50 000, le Canada est capable d'absorber les 50 000. Alors, vous trouvez ça juste qu'on puisse rester à 10 000 parce qu'il faut la sécurité, il faut. Je dirais que déjà là, en partant, le Canada est le deuxième pays qui reçoit plus de réfugiés. Dans cette crise-là ou de façon générale? Dans toute la planète complète, c'est les États-Unis le premier, puis Canada le deuxième déjà. Comme moi, je suis arrivé en 1981. Je suis arrivé en pleine crise des réfugiés vietnamiens. Le Canada n'a pas ouvert les portes comme c'était prétendu par les autres partis. Parce que j'ai grandi avec ces réfugiés-là quand ils sont arrivés. Ils ont tous raconté les histoires. Je connais par cœur. Ils sont arrivés, ils sont partis de Vietnam, ils sont partis soit à Thaïlande ou à Hong Kong, dans des camps réfugiés, avant d'arriver. Il a fait la demande, puis nous, le Canada, ils l'ont reçu par après. Mais là, ce n'est pas le cas pour les deux partis proposent qu'on ouvre les portes, puis on rend n'importe qui. Monsieur Yu, je pense quand même que nous avons entendu les propos. Je pense qu'on ne peut pas douter du degré de responsabilité des partis politiques comme le Parti libéral et
le NPD, je crois quand même que c'est des gens sérieux. Je pense qu'ils faisaient beaucoup plus appel à plus de générosité que plutôt d'ouvrir les portes n'importe comment. Lorsque l'Allemagne ouvre grand ses portes, on ne peut pas s'imaginer que l'Allemagne ouvre ses portes sans nécessairement tenir compte de la sécurité. Est-ce que c'est de l'argument du Parti conservateur, est-ce que c'est pas beaucoup plus un argument qui tend à faire peur, ou encore un argument utilisé parce que quelque part le Parti conservateur, on a eu l'impression qu'il a fallu quand même beaucoup d'insistance avant que le Parti conservateur, enfin le gouvernement du Canada, décide d'augmenter le nombre de réfugiés syriens. Comme vous êtes dans les nouvelles, vous devez savoir aussi que depuis les 10 000 réfugiés annoncés étaient annoncés par le Premier ministre avant la crise. Ben oui, c'est la raison pour laquelle on se dit, on avait annoncé avant la crise, avec la crise, est-ce qu'il ne faut pas faire plus? Parce que la crise, c'est pas à partir du moment que la crise qui a été annoncée qu'il y a eu une crise. C'était déjà comme ça sur le terrain. Sur le terrain. C'était pas divulgué au public. Le Parti conservateur est le seul parti qui a déjà annoncé ses mesures avant que la crise commence. Que les autres partis qui ont profité de la situation pour une raison pour laquelle qui peut nuire la sécurité des Canadiens. Et c'est pour ça que j'appuie 100% le parti de ce sens-là. Vous pensez véritablement que le Parti libéral ou enfin les autres partis qui veulent qu'on ouvre les portes vont vraiment nuire à la sécurité du Canada? Vous ne pensez pas que pour eux c'est un sujet aussi important que pour le Parti conservateur, pour le gouvernement du Canada? Je pense que tout le monde, pour regarder dans les nouvelles, il y a certains militants qui peuvent être camouflés dans les réfugiés. Et c'était le cas aussi déjà en Allemagne. Ils ont fermé la frontière dernièrement pour justement mieux filtrer. Et c'est pour ça que en voyant la situation là-bas, on comprend mieux pourquoi on est plus serré de ce point-là pour les réfugiés. Très bien. Toujours en parlant de ce dossier d'immigration, le Canada et les États-Unis ont un partenaire très important de l'Arabie Saoudite, un partenaire commercial. Le Canada livre pas mal d'armes à l'Arabie Saoudite et les spécialistes dans la matière montrent que les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar sont impliqués dans le financement des organismes terroristes qui sont impliqués dans les différentes guerres qui ont lieu en Syrie, en Afghanistan, qui sont les bras financiers de ces pays-là. Pourtant, le Canada n'a rien fait pour pouvoir, par exemple, ramener, même dans les discussions avec ces pays-là, pour qu'ils puissent arrêter la livraison d'armes ou peut-être avoir une approche économique différente avec ces pays-là. Est-ce que ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aussi aller? Parce que on a beau recevoir 10 000 réfugiés, on a beau envoyer l'armée canadienne combattre, mais il y a aussi le problème du financement de ces groupes armés-là. Et le Canada sait bien que les pays comme l'Arabie Saoudite sont des bras financiers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce sens, dans cette direction-là, de parler face à face avec ces pays-là? Et je pense que ce n'est pas juste un problème au Canada ou aux États-Unis, c'est un problème présentement mondial. Je dois dire que ces choses-là, supposément, passer dans tous les pays, doivent mieux organiser pour ces réfugiés, tout ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'il y a une coordination. Je pense que présentement à ONU, il y a une discussion qui est dernièrement juste semaine passée. Et je pense que tous les pays ont le devoir de travailler dans ce sens-là pour régler le conflit présentement en Syrie. Alors on va peut-être... oui, moi j'aurais voulu, à ce moment-là, donc on va peut-être, vous l'avez un petit peu évoqué lorsqu'on a commencé, parler de l'immigration en général, l'immigration ici au Canada. Vous avez fait tantôt allusion au fait que le gouvernement du Canada va ouvrir des bureaux à l'étranger pour la reconnaissance des diplômes. Ça fait partie du plan du Parti conservateur. Entre autres, on dit aussi dans ce plan-là que le Parti conservateur va réduire de 50% les droits
les droits pour les demandes d'admission qui sont actuellement de 975 $, on va diminuer de moitié. Et on va aussi alléger un petit peu les conditions d'adoption. Ça forme un petit peu l'ossature, un petit peu de ce que le Parti conservateur propose en termes d'immigration. J'ai envie de dire, c'est si peu. J'ai envie de dire, on réduit de 50% les droits de 975 $. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réduire de 50% les délais d'attente? Parce que il y a dans certaines parties du monde des situations extrêmement difficiles, des gens qui font des demandes de résidence permanente, etc. etc. Et on se rappelle d'ailleurs que le Canada a été obligé de rembourser certains demandeurs parce que les demandes qui dataient, le Canada a décidé de rembourser tout ce qui avait des demandes en cours qui dataient d'avant 2008. On a dû les rembourser parce qu'on n'avait pas le personnel suffisant pour pouvoir traiter les demandes. Est-ce que l'investissement n'est pas là? Est-ce qu'il ne faut pas plus de personnel pour traiter les demandes et réduire les délais? Je dirais que depuis le conservateur est au pouvoir en 2006, nous avons hérité de l'ancien gouvernement de 80 000 dossiers non traités. On a fait du rattrapage. On a finalement tous les traités à temps. Et le délai est beaucoup moins long comme c'était prévu auparavant. Et ça... Ils sont de combien maintenant, savez-vous? Malheureusement, je n'ai pas les chiffres. Je ne veux pas avancer dans les chiffres, mais je sais que je peux vous fournir le dossier complet. Malheureusement, c'est en PDF. Je ne me rappelle pas les chiffres, c'est vraiment bien fait. Même pas juste pour, en général, mais par nationalité. Une comparaison par nationalité. Oui. Alors, les fameuses mesures réduction de 50% des frais, ouverture des bureaux à l'étranger pour la reconnaissance des compétences et des diplômes, appui pour les Canadiens qui veulent adopter, ça sera pour quand, ça? Quand on va être... faut capable de former la... Parce que je pose la question, parce que souvent l'immigration c'est souvent le parent pauvre, hein, comme l'a mentionné un petit peu Chris tout à l'heure, dans le passé on a vu des délais à ne plus en finir. Alors, comment on dit, pas parce que je suis conservateur que je suis pour le conservateur, mais le conservateur c'est un parti qui fait qu'est-ce qu'il dit. Depuis 2006, nous avons déjà fait plus que 90% des promesses. Alors, apporter ces sens, laissez le Premier ministre aller au l'avant, former le nouveau gouvernement, puis je vous assure que c'est quelque chose de prioritaire pour le Parti conservateur. Alors, si tu permets, Chris, oui. On reste encore un petit peu, Monsieur Yu, hein, dans l'immigration. Peut-être une question d'ordre général, un peu plus philosophique. Je pose la question à vous, puisque vous êtes manifestement donc d'origine chinoise. Chinoise, voilà. En tout cas, vous n'êtes pas de souche comme nous. Alors, d'après vous, dans quelle mesure le fait d'avoir plus d'immigrants, est-ce que l'immigration peut avoir, quel impact l'immigration peut-il avoir dans la dynamisation de l'économie au Québec et au Canada? Est-ce que vous y croyez? Regarde, l'immigration, vu qu'on est au Québec, c'est vraiment l'immigration du Québec qui gère beaucoup de dossiers d'immigrants. Je donne un bel exemple, le programme Investisseur. C'est fermé partout au Canada, sauf au Québec. Cette année, il y a 1750 dossiers qui sont acceptés, oui. Acceptés. Il y a un barème cette année. Et aussi, vraiment, dans le langage des Québécois, c'est le PEQ, le PEC, le programme Expérience québécoise, oui. qu'on amène beaucoup de jeunes, ceux qui viennent en études, qui graduent, apprendre le français, et ils peuvent rester à travailler ici au Québec. Et je pense que le vieillissement de la population, je pense que tout le monde sait que c'est un problème mondial. Et je pense que, vu qu'on n'a pas besoin de payer les garderies primaires, secondaires, qu'on accueille juste les fruits pour venir, pour renforcer notre main-d'œuvre ici,
et aussi sont bien éduqués. Hein. Son diplôme universitaire ou en études collégiales, les DEP. Donc, Mais à ce moment-là, le Canada, depuis 2006, depuis 2011, reçoit à peu près 250 000 immigrants de façon générale, toutes catégories confondues. Est-ce que vous pensez, beaucoup de spécialistes pensent que, donc, pour pallier au vieillissement de la population, qu'il faut augmenter ce chiffre, qu'il faut même le doubler? Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que le Parti conservateur pense qu'il faut aller dans ce sens-là pour pouvoir, surtout on sait que le Canada fonctionne beaucoup avec des travailleurs temporaires, est-ce que c'est peut-être pas ça la solution? Pour combler le déficit démographique? Je dirais que il y a une importance, oui, il faut augmenter les immigrations par année, mais pas le doubler, parce qu'il faut l'intégrer aussi. Parce que on prend, puis on n'intègre pas, ce que ça fait des chômeurs. Il faut le bien intégrer, qui connaît comment bien travailler, d'un sens de trouver un bon emploi ou partir en entreprise. On ne peut pas recevoir du monde, puis de laisser à rien faire. Comprenez-vous? Et que c'est pour ça que dans ma communauté, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas bien intégrées au Québec, qui sont reparties. Ça ne peut pas cacher, de nier. Et c'est pour ça que c'est important, oui, d'avoir des immigrations de qualité et aussi de le bien intégrer. Mais qu'est-ce que ça signifie, M. You, une immigration de qualité? Parce que j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Il est clairement dit que la plupart des Québécois, puisque nous sommes au Québec, même si c'est une élection fédérale, mais enfin, nous sommes au Québec, là c'est constitution, donc c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent, merci, Saint-Laurent, Cartierville. Ces Québécois d'origine d'immigration peinent malgré tout à trouver de l'emploi, alors que généralement le taux de diplomation est bien supérieur à celui des Québécois de souche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une immigration de qualité? Comme vous savez, on a un cri de sélection. Hein? Dans l'immigration, il y a un cri de sélection. Ça donne des points. Quand on dit la qualité, ça change par rapport, premièrement, le besoin du marché. Quel type de métier qu'on cherche? Quel type de l'entrepreneur qu'on cherche? Et la qualité, ça varie avec le demande du marché et aussi le nombre de personnes qui fait l'application à certains métiers que sont, mettons, il y en a trop d'informaticiens. Donc, on ferme l'informatique, on donne moins de points. À place d'avoir 12, ça donne 0. Et c'est une question de pointage qu'on parle de la qualité. Ce n'est pas une qualité d'une personne, mais c'est vraiment la qualité de... Disons que par rapport à la grille de sélection, que c'était ça qui était important. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont déjà ici? Justement, parce que ça c'est avant d'arriver. Mais une fois arrivé ici, je m'excuse, oui, je pensais un petit peu dans ta pensée, mais une fois arrivé ici, ça demeure quand même que lorsqu'on compare les Québécois ou les Canadiens... On va peut-être prendre un exemple plus simple. On connaît des médecins qui sont formés en Allemagne, qui sont formés en France et qui n'arrivent pas à avoir d'emploi au Québec. Pourtant, ils sont formés dans les meilleures écoles occidentales. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à avoir au niveau à l'intégration? Est-ce qu'il n'y a pas de revoir la façon dont sont intégrés les immigrants de qualité après la sélection? En tout cas, qu'est-ce que le Parti conservateur propose pour régler ce problème? Parce que c'est un problème très important. Et c'est pour ça qu'on accélère la reconnaissance des diplômes. Je pense que c'est déjà un grand pas parce qu'on en parle depuis des années. Puis ça, il faut le concrétiser. Parce qu'il faut travailler avec les provinces, avec des ordres de toutes les provinces. Ça, c'est très bien pour ceux qui arrivent. Mais maintenant, j'aimerais bien vous entendre pour ceux qui sont déjà ici. Ils sont déjà ici, c'est la même chose pour ceux qui sont ici, qui pouvaient la reconnaissance de ces diplômes aussi. Pas ceux qui ne sont pas arrivés, mais sont déjà arrivés. Oui. Mais moi, ce que je voulais dire, M. You, donc, pour les Canadiens d'origine d'une migration, on sait qu'ils sont en moyenne plus scolarisés, ils sont même en moyenne plus jeunes, mais en même temps, les études montrent qu'ils sont plus susceptibles, ils sont moins susceptibles d'obtenir un emploi. Ils sont plus susceptibles d'être au chômage.
ils ont en moyenne un revenu inférieur aux Canadiens de souche. Et pourtant, la plupart d'entre eux éprouvent un sentiment d'appartenance au Canada très 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 fort. Qu'est-ce que le Parti conservateur, plus spécifiquement, vous qui vous présentez à Saint-Laurent, où on sait qu'il y a une très forte communauté, une forte proportion de Canadiens d'origine et d'immigration, qu'est-ce que vous proposez pour essayer de régler cet écart-là? Je ne sais pas si je dois dire ça, mon expérience personnelle. J'ai pas Vous avez besoin- bien des idées, enfin, vous discutez bien de ça. Parce que, pas parce que je suis en élection que je fais ça pour les immigrants. Depuis 2011, j'ai travaillé avec Svenana Levin, qu'on avait formé l'Impact Affaires, le centre des gens d'affaires pour les communautés culturelles. Oui. Justement, c'est dans ces sens-là qu'on veut ceux qui sont immigrés au Canada, puis de les aider à intégrer Le monde des affaires. des affaires, les lancements d'entreprises, comment le recevoir dès le début. Ceux qui arrivent, on les aide. Même y aller chercher un compte en banque, Oui. les assurances, on les aide justement du début de l'accompagnement, ce qui est important pour moi. Mais c'est de très bonnes initiatives, monsieur Luce, on en convient, mais ça reste quand même marginal vu l'ampleur du problème. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt y avoir Un plan beaucoup plus un plan général, une volonté politique de la part des gouvernants pour réduire cet écart? Comme, Est-ce qu'au Parti conservateur on en discute, ce genre de choses? comme je vous ai dit dès le début, l'immigration au Québec, il est vraiment l'immigration du Canada, du Québec qui gouverne. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça... c'est plus le mix, c'est le midi maintenant. Hein. Mhm. C'est le midi. Donc, c'est des choses que je ne peux pas en parler. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas le contrôle sur le mode de sélection et sur les politiques qui peuvent être mises en place, puisque c'est le Québec qui gère son programme d'immigration lui-même. Mais allons au-delà peut-être du Québec. Donc les problèmes qui sont au Québec sont quelque part des programmes généraux. Je pense qu'en Ontario, dans les grands centres comme Toronto, on a ce même type de problème. À Vancouver, peut-être un peu moins, mais on a ce même problème aussi d'intégration des immigrants. Où vous l'avez parlé de votre exemple à vous, de ce que vous faites, mais nous, notre problématique, on essaie de la voir sous un angle national. Au-delà du Québec, oui, le Québec a peut-être des spécificités, ça se gère autrement, mais est-ce qu'il n'y a pas de nécessité pour le gouvernement conservateur qui est actuellement et qui veut continuer son projet de gouvernance, de mettre en place une façon de pouvoir aider les immigrants pour qu'ils puissent aider donc à faire rebondir l'économie canadienne? Ceux qui sont déjà là, ceux qui sont déjà reçus, qui sont là, qui sont depuis 2-3 ans, qui ont du mal à se retrouver, à trouver des emplois de qualité, qui sont au chômage, qui vont peut-être bientôt se faire couper le chômage parce qu'on dit ça fait 9 mois, 1 an que vous êtes au chômage, il faut trouver quelque chose. Peut-être... Voire en fait, qui sont même déjà canadiens. Oui, aussi. C'est sûr, parce que là, présentement, je pense que la sélection, il renforce beaucoup sur la langue, soit l'anglais ou le français. On a augmenté beaucoup le critère sur le langage. Oui. Et c'est pour ça que ça peut aider aussi ceux qui sont arrivés ici, sont plus vite intégrés. Il n'y a pas besoin d'apprendre la langue. Oui, très bien. Moi, je pense qu'au niveau de l'immigration, à moins que toi tu... Mais on va peut-être sortir sur l'immigration. Immigration et peut-être religion. On va revenir. Ça a quand même défrayé la chronique pas mal. Et le Parti conservateur en a énormément. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur la question de l'immigration. Donc, c'est beau, je vous suis. D'accord, on va sortir avec cette question-là sur le niqab. Le fameux niqab qui a permis au Parti conservateur, si on envoie les sondages, de rebondir dans... Est-ce que ce n'est pas... j'allais dire, est-ce que c'est pas trop idéologique de jouer sur... certains trouvent que c'est un peu jouer sur les peurs. Parce qu'au fond, quand on regarde au Canada, il y a peut-être 2 personnes qui, depuis le 2011, ont eu à refuser à voter à visage découvert.
Est-ce que c'est pas faire Prêter une serment. tempête, oui, prêter serment, est-ce que c'est pas faire une tempête dans un verre d'eau, de vouloir insister aussi tellement sur un problème qui est marginal comme celui-là, et de faire des démarches aussi importantes devant les tribunaux pour peut-être 2 personnes qui sont concernées? Fallait-il en faire vraiment un enjeu électoral? Ben, je pense que c'est important que moi j'ai reçu ma citoyenneté canadienne en 1984. Et j'ai prêté serment et j'ai chanté le hymne national. Mhm. Et je pense qu'on est tous Canadiens et on doit respecter tous les règlements pour devenir Canadien. Mais vous dites bien tous les règlements, sauf que là, les tribunaux ont dit qu'il n'y avait pas de nécessité, mais on a l'impression que le Parti conservateur s'entête, puisque jusqu'à présent, les tribunaux ont donné raison à la dame qui refuse d'enlever son niqab. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'en tenir là? Est-ce qu'il fallait continuer à aller en appel, puisque jusqu'à présent, malgré toutes les démarches du Parti conservateur, la dame, pour l'instant, elle a quand même raison devant les tribunaux. Je pense que 76% des Canadiens sont contre le LICAP pour prêter le serment. Mhm. Et je pense qu'il faut écouter la population. Il faut aussi respecter les lois. Il faut respecter les lois aussi. Mais les lois, c'est ça, les lois ne suivent pas malheureusement toujours la majorité. C'est ça, c'est un peu ça la situation actuellement. Et je pense que c'est important que le Parti conservateur, c'est lui qui tient devant les valeurs canadiennes. Et je pense que c'est très important que en 19 octobre, pour voter un Parti conservateur qui tient pour la valeur canadienne. Monsieur You, oui, vous avez absolument raison. Plus de 60% de la population, 76%. 76%, hein, voilà, j'avais pas les chiffres en tête, sont contre le port du niqab pour ce genre de cérémonie, certes. Comme Chris vient de le dire, les tribunaux ont également donné raison à la prestataire, à la prestante, pardon. Mais en même temps, fallait-il que le Parti conservateur apporte un sujet aussi divisif pendant les élections, un sujet aussi polémiste, alors que le débat aurait pu tranquillement continuer son cours devant les tribunaux. J'ai comme envie de vous poser la question, est-ce que ce n'est pas diviser pour régner? Est-ce que c'est un petit peu ça la philosophie de gouvernance du Parti conservateur? C'est sûr que je pense pas, hein, parce que je pense que toutes les nouvelles y arrivent. Mhm. C'est une coïncidence, arrivé. Il n'y a Alors, jamais un bon moment ou un mauvais moment. Hein. Ça peut être de bon pour un côté ou l'autre, mais le Parti conservateur, c'est toujours un parti qui se tient debout. Alors, on va peut-être parler un tout petit peu ici d'énergie renouvelable, d'environnement. C'était un enjeu aussi important de cette campagne. Le Canada aujourd'hui, ça il faut peut-être le mentionner, est le seul pays qui est sorti du protocole de Kyoto, tout seul, et qui est aujourd'hui montré du doigt par tout le monde en disant, le Canada, même les engagements que le Canada avait pris il y a quelques années en termes de gestion de réduction de ces gaz à effet de serre, on n'a pas réussi à atteindre les cibles. Il y aura des négociations à Paris en novembre. C'est présenté comme les négociations de la dernière chance. Le Canada, actuellement, est gouverné par le Parti conservateur. Si le Parti conservateur est réélu, est-ce que le Canada va changer la gestion du dossier des gaz à effet de serre? Surtout qu'on a vu, comme on en parlait tout à l'heure, le Canada qui a basé ces 10-15 dernières années son économie sur focalisé beaucoup sur le pétrole et puis les produits miniers. On voit que ça fonctionne, mais pas toujours. Est-ce que le Canada va avoir un plan différent et va finalement prendre en charge ce problème de gaz à effet de serre? Nous sommes 6e mondial en termes de gaz à effet de serre pour un pays comme le nôtre d'une trentaine de millions d'habitants. C'est sûr qu'on est un pays en termes de superficie qui est grand, mais en termes de population, on va vers la catastrophe si on ne change pas la façon de gérer le problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait revoir la stratégie du Parti conservateur en matière de gestion des gaz à effet de serre? Je pense que c'est important de mentionner aussi que le Canada, c'est pas le pays le plus polluant
Oui, on est sixième, on est quand même sixième derrière les Et États-Unis comme et vous la Chine. savez que le Kyoto, les deux